Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique. Donc dans l'avant-dernière vidéo d'exercice finalement, parce que je pense en rajouter un entre deux, nous allons tout simplement étudier le mouvement d'un système et donc en utilisant un repère de Freinet. Ok. Alors vous allez me dire ouais un peu bizarre pour étudier le mouvement de Vénus, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi par la suite. Donc étudier le mouvement de Vénus qui en même temps permettra de faire le lien avec un autre chapitre qu'on verra un petit peu plus tard en méca. Donc, il sera le chapitre 7, en fait, mouvement dans le champ de gravitation. Et donc, exercice très, très intéressant, vous allez voir. Un peu long quand même au début, mais on va le traiter petit à petit. Et ensuite, ça va me permettre de parvenir au bout de cet exercice. Donc, comme je vous dis, on va étudier le mouvement de Vénus. Donc, je laisse ma table en pause et donc essayer de faire l'étude. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Correction. Alors, premièrement, donc, il s'agit on se demande dans quel référentiel le mouvement de Vénus est étudié. Donc, la première question, elle n'est pas très difficile. En fait, si vous regardez bien sur le schéma, il n'y a même pas forcément besoin de lire l'énoncé. Enfin, quoique oui, si on peut lire l'énoncé. À un moment donné, on vous dit que la distance entre Vénus et le Soleil, c'est environ 0,72 donc unité astronomique. Sachant qu'une unité astronomique, c'est 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. En fait, c'est la distance Terre-Soleil qu'on a pris comme référence pour l'unité astronomique. Bon, et donc ici, en fait, comme vous pouvez le voir sur le schéma et même dans l'énoncé, si vous lisez bien, on vous dit que tout simplement, on étudie le mouvement de Vénus par rapport au Soleil. Ok. Si on étudie le mouvement de Vénus par rapport au Soleil, c'est-à-dire donc que tout simplement est dans le référentiel héliocentrique. Ok. Donc ici, le mouvement est étudié dans le référentiel héliocentrique. Ok. Donc centré sur le Soleil en l'occurrence. Ok, c'est cela est la référence. Donc il s'agit du mouvement de Vénus, sans être précis quand même. Et voilà. Donc ça c'est pour la question 1A. Ensuite la question 1B. Donc utilisez le schéma fourni pour vérifier la cohérence entre les informations extraites du pointage et celles du texte. Ok. Alors oui, là il faut un peu lire. Donc déjà d'une, il s'agit de vérifier. Donc on dit dans le texte que la distance Vénus-Soleil est voisine de 0,72 unités astronomiques. Sa trajectoire autour du Soleil est quasi circulaire. Alors, en fait, on verra que oui, c'est quasi circulaire, mais dans le chapitre 7, on verra que c'est pas. Enfin, il faut être plus précis que ça. C'est pas vraiment circulaire, en gros. Mais pour l'instant, retenez quasi circulaire, mais en donnant en fait une vraie définition de la trajectoire de Vénus par rapport au Soleil. Ok, bravo, dans le chapitre 7, justement. Et donc, on dit que le site d'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides permet d'obtenir pour une durée au choix la trajectoire de Vénus dans un référentiel donné. Ci-dessous sont représentées donc les positions de Vénus tous les 15 jours entre le 1er septembre 2019 et le 29 mars 2020. Ok, donc entre V1 et V15. Bon, donc là, la seule information qu'on peut vérifier du texte par le pointage, c'est tout simplement la distance entre Vénus et donc le Soleil. Ok, donc là, c'est pas très compliqué. Sur le pointage, on peut voir la chose suivante. Donc là, du coup, là, je prends directement sur le livre. Pareil, si vous imprimez, vous aurez une distance un peu différente. Voilà. Après, j'ai reproduit le schéma plus grand, donc ça fera une autre source d'incertitude. Mais tout de même, bon, là, je prends sur le livre afin de m'appuyer sur un support, on va dire, sûr. Alors, du coup, sur le livre, ce qu'on peut voir, si vous faites l'exo du livre, si vous avez le livre Hachette, donc c'est l'exo 21, c'était marqué dessus. Donc, on voit sur le pointage 0,5 unité astronomique représente 1,5 cm environ. Ok, donc la distance ici entre Vénus. Donc sur le pointage, on a 10,05 unité astronomique, c'est 1,5 cm. Donc ici, on cherche la distance qu'on a en unité astronomique d'une part. On a dit, donc ici, ce serait 2,1 cm. Quand vous mesurez sur le livre, la distance entre le centre du Soleil et V9 par exemple, donc à la position Vénus dans tous les cas, on voit 2,1 cm environ. Donc là, pour avoir cette distance-là, on fait un produit en croix, 2,1 fois 0,5 divisé par 1,5. Ok. Alors du coup, ça fait 2,1 fois 1 tiers. Voilà. Donc la petite astuce, en 0,5, vous divisez par 1,5, vous voyez que c'est 1 tiers directement. Et donc 2,1 fois 1 tiers, il se trouve que ça fait 0,7. Donc 0,7 unité astronomique.
Donc ce qui a priori est proche du texte. Ok, ce qui est proche du texte. Donc affirmation correcte. Voilà, ça c'est fait. Donc deuxième question, on va attaquer 2A. Donc 2A, on suppose qu'à vitesse de Vénus autour du Soleil a une barre constante, donc de 34 km par seconde. Donc construire en V2, V3 les vecteurs vitesse en précisant l'échelle utilisée. Bon, déjà j'aime pas trop les km par seconde, donc on va déjà transformer ça en mètres par seconde. Ok, bon, ça c'est mes petites habitudes, mais je vous expliquerai un petit... Enfin, ça vous aidera surtout pour la suite, en fait, de faire comme ça. Donc, tout simplement déjà, première chose, 34 km par seconde. Bon, c'est égal à 34 10 puissance 3 mètres par seconde. Ok, waouh. Donc là, on va prendre l'échelle qui est la suivante. Donc là, je vais reproduire le schéma en plus grand. Donc, sur mon échelle, on peut prendre, par exemple, 1 cm pour 10 mètres par seconde. Donc, 10 mètres par seconde. Donc, ici, ce serait même pas 10 mètres par seconde. Donc là, on peut prendre 1 cm pour 10 puissance 4 mètres par seconde. Ok, parce que oui, du coup, on aurait 10 fois 10 puissance 3. Donc 10 puissance 4 mètres par seconde. D'après échelle. V2 et V3 mesure 3,4 cm. Ok, si vous effectuez les calculs, vous verrez, normalement, ça fait 3,4 cm. Ok, donc, on va représenter ces deux vecteurs-là sur ma grande annexe, en fait. Donc, j'ai reproduit le schéma en plus grand, afin que vous puissiez voir les choses. Et donc, on va représenter ces deux vecteurs-là. Ok, en position V2 et V3. Donc là, la technique, c'est quoi? On se rappelle, pour tracer un vecteur vitesse en position 2, donc, vous prenez la position avant, donc c'est là, c'est la position 1. Vous prenez la position après, et donc vous tracez la corde qui lie ces deux positions. Ensuite, une fois que c'est fait, je trace la parallèle. La parallèle à ces cordes. Et donc, je vais tracer mon vecteur vitesse en position 2. Ok, donc dans le sens du mouvement, qui est comme ça. Et donc, parallèle à la corde, et de longueur, 3,4 cm. Donc ça donne ça. 3,4, ça donne ici. Voilà. Donc ici, c'est V2. Et on fait de même pour la vecteur vitesse en position 3. Donc là, pareil, je fais la corde qui lie la position avant et la position après. Et après, là, je fais une parallèle à cette corde. Puis ensuite, je trace mon vecteur dans le sens du mouvement, parallèle à la corde. Et de norme, donc ici, 3,4 cm. Ok, donc ça donne un truc comme ça. Ça donne ce vecteur-là exactement. Donc ici, c'est V3. Voilà. Bon, ça c'est fait. Donc là, bon, là, a priori, on fait tracer deux vecteurs vitesse. Bon, ça veut dire que vous aurez à tracer à un moment donné une accélération ou un truc comme un vecteur variation de vitesse. Déjà, c'est ce qu'on peut dire, vu qu'on en termes là. Et oui, justement, donc question 3, question B. Construire en position 3, oui, donc en V3 du coup, le vecteur accélération A3 de Vénus en précisant l'échelle utilisée. Ah, donc la première chose que vous avez à faire, première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement, pour y arriver, il faut d'abord tracer le vecteur variation de vitesse, ok, entre les positions 2 et 3, donc en position 3. Donc là, donc là, il y a plusieurs manières de faire. Donc il y a la manière propre, et il y a la manière, bon, on fait vite fait, ok, donc je crois dans la dernière vidéo, je vous avais montré la manière vite fait, donc là, je vais vous montrer la manière un peu plus propre. Oui, alors pourquoi aussi, vous allez me demander, pourquoi je vous demande de tracer le vecteur variation de vitesse? C'est parce qu'en fait, de la vitesse, on ne peut pas arriver à l'accélération. En revanche, de la variation de vitesse, je ne peux pas arriver à une accélération. Parce que je vous rappelle, l'accélération, c'est une variation de vitesse divisée par une variation de temps. Okay, donc là, on peut y arriver. Mais en revanche, de façon inverse, on ne peut pas y arriver. Donc, let's go. Alors, du coup, on va tracer vecteur à variation de vitesse en position 3. Donc, ce que je fais, c'est que avec mon compas, je reporte la longueur du vecteur V2. Ok, et je la mets en position. Et donc, je la mets en position 3. Juste ici. Donc, il est là. Voilà. Et donc, je trace comme ci-dessous. Puis ensuite, deuxième étape, une fois que j'ai pris cette longueur-là, que j'ai mis
à la pointe du V3 et donc que j'ai tracé, ok, voilà, et bah je vais prendre la longueur que vous avez entre là et là, ok, voilà, juste ici, je la mets au début de V2 et je trace, ok. Donc voilà, ça c'est ma méthode un petit peu plus propre pour y arriver. Après vous pouvez faire la méthode un peu moins propre, ok, les deux fonctionnent. Et donc là, ici, vous avez delta. Et donc, une fois que c'est fait, donc je trace mon avec 2 qui part de là à là. Et après, donc, vous faites le vecteur delta V entre les positions 2 et 3. Donc, il part de là jusque là. Ok, jusqu'au bout du moins V2. Bon, voilà. Donc, on a terminé pour cette question de B. Ok, enfin, presque terminé. En réalité, maintenant, donc, deuxième chose, il faudrait tout simplement arriver. J'ai bien dit arriver. Donc, à pouvoir comme ça, tracer le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération, bah, pour le tracer, d'abord il faut connaître la variation de vitesse. Donc la variation de vitesse, je vais la mesurer sur ce schéma. Et donc sur mon schéma, la variation de vitesse, je vois que déjà, en termes de longueur, c'est 1,6 cm. Ok. Donc on va le noter hein, sur le schéma. Donc je vais noter ça sur mon autre feuille. Donc sur le schéma, delta V entre les positions 2 et 3, donc la norme. Et là, je vais même parler du vecteur. Donc, ce vecteur-là, il mesure, on a dit 1,6 cm. Or, 1 cm, c'est 10 puissance 4 mètres par seconde. Donc, du coup, 1,6 cm, c'est 1,6 10 puissance 4 mètres par seconde, ou bien 16 10 puissance 3 mètres par seconde. D'où, donc, delta V entre les deux positions 2 et 3 égale 16 10 puissance 3 mètres par seconde. Et donc à présent, on va chercher l'accélération. Donc on cherche A. Donc en position 3, on met ce que l'on a. Donc la variation de vitesse, je vais noter V direct delta V. Donc c'est 16 10 puissance 3 mètres par seconde. On nous donne donc la durée. Donc la durée entre deux positions, on a dit c'est 15 jours. Donc delta T égale 15 jours. 15 jours, donc dans un jour, vous avez combien d'heures? Vous avez 24 heures. Donc ça fait 15 fois 24, ok. Et dans une heure, vous avez 3600 secondes. Donc je multiplie par 3600 afin d'avoir cette durée en secondes. Donc là, je fais le calcul et je vois ce que ça me donne. Donc 15 fois 24 fois 3600. Donc ça fait 1,296 10 puissance 6 secondes. Ok, bravo. Bon, une fois qu'on a fait ça, et désormais, on va pouvoir calculer la variation de vitesse. L'accélération, pardon. Donc, or, A, c'est donc la variation de vitesse divisée par une variation de temps, donc divisée par delta T. Donc, A égale la chose suivante. Donc, la variation de vitesse, on nous a dit quoi? On nous a dit que c'était 1,6 10 puissance 4 mètres par seconde. Et delta T, donc j'ai exprimé en secondes, c'est 1, donc ici, on avait même deux chiffres significatifs. Donc là, je vais en dire à 1,3 10 puissance 6. J'ai fait tout ce calcul et donc ça me donnait la valeur de l'accélération. Ok, donc 1,6 10 puissance 4 que je divise par la valeur de l'accélération, par la valeur de la durée trouvée entre les deux positions. Donc je trouve arrondi à deux chiffres significatifs 1,2 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Ok, là pareil, c'est normal, vous trouvez une accélération relativement petite en mètres par seconde. On aurait été en kilomètres par seconde, ça aurait été autre chose. Ok. Mais pour rester dans les unités du système international, je me suis plié, j'ai converti. Ok, on arrête. Et donc là, pardon, l'accélération, c'est pas mètres par seconde, c'est mètres par seconde au carré. Ok, attention. Donc là, pareil, si je prends comme échelle, par exemple, 1 cm pour, allez, on va être fou, 0,3, enfin même pas 0,3 d'ailleurs, 3, 10 moins, donc ici moins 3 mètres par seconde. Donc, A3 mesure 4 cm. Donc là, je vais tracer ce vecteur-là dans mon repère. Ok. Donc, je trace mon accélération. Donc, mon accélération qui aura cette forme-là. Donc, qui sera collinaire à la variation de vitesse automatiquement.
Donc là, on a dit c'est 4 cm. Voilà, bon là, je me suis permis de prendre des grandes mesures parce que je suis sur un grand schéma. Mais après, vous, sur une copie, vous pouvez prendre des plus petites mesures, ça marche aussi. Ok, donc ça, c'est accélération. Ok, accélération, donc en position 3. Ok, bravo. Bon, indiquer les caractéristiques de ce vecteur. Donc là, c'est une question encore très classique. Donc là, 2C, caractéristiques de A3. Donc, là, on a pour l'application. Donc, où va s'effectuer l'accélération? Donc, c'est pour être précis, c'est le centre de masse de Vénus en position V3. Soit, du coup, si je fais un petit calcul de tête, on nous a dit que la position 1, c'était le 1er septembre 2019. Donc, la position 2, ça serait le 15. Ok, voilà. Et donc, la position 3, ça serait le 29. Ok, soit le 29. Donc, ici, c'est le 29 septembre 2019. Voilà, donc ça, c'est le centre de masse pour le point d'application. On a la direction. Donc là, la direction, vous ne mouillez pas. Vous dites quoi? C'est la droite qui relie le centre de masse de Vénus et le Soleil. Ok, donc droite reliant centre de Vénus et centre du Soleil. Donc ça, c'est pas la direction. Donc ça, vous ne mouillez pas ce genre de choses. Vous embêtez pas. Et au niveau du sens, donc le sens, s'il s'agit de Vénus vers le Soleil. Et la norme, donc la norme, elle a été calculée à la question précédente, c'est A3 égale donc 1,2 de coordonnées par seconde au carré. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques, c'est nickel. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce que là, pour l'instant, là, je vous dis, entre guillemets. Donc, question numéro 3. Indiquer les caractéristiques, direction, sens et valeurs. Pardon, ça c'était la question de C. Donc, question 3A, on va y arriver. Donc, exprimer la force de gravitation F exercée par le Soleil sur Vénus. Ok. Donc, grand F. Là, je vais simplifier, outragement. Donc, la force de gravitation qui est exercée par le Soleil sur Vénus, c'est quoi? Eh ben, c'est grand G, donc la constante de gravitation, fois la masse du Soleil, fois la masse de Vénus, divisé par la distance qui le sépare au carré. Ok, donc la distance entre le Soleil et Vénus. Ok, donc ça c'est la force de gravitation. Voilà, et quand on dit justement de l'exprimer, on pose comme ça l'expression. Ok. Alors, question B, donc par application de la deuxième loi de Newton, exprimer donc le vecteur accélération et calculer sa valeur. Bon, youpi. Alors, comme vous avez par la deuxième loi de Newton, vous devez vous rappeler, la deuxième loi de Newton, elle dit quoi? Elle vous dit que la somme des forces, c'est le produit de la masse du système, par son accélération, l'accélération du centre de masse. Donc là, tout de suite en tête, bilan de force. Il faut que vous sachiez quelle force va permettre que le système puisse agir. Donc là, on va faire un bilan de force rapidement. Donc là, je vais être un peu plus rapide. De toute façon, il n'y a qu'une force ici qui s'exerce. Donc, bilan des forces. Donc, premièrement, le système. Le système, là, c'est pas très compliqué, c'est Vénus. Ensuite, au niveau des forces. Donc, au niveau des forces, donc on a la force de gravitation. Et donc, cette force de gravitation, donc ici, c'est quelle force exactement? C'est exercée par Soleil sur Vénus. Donc là, c'est une force attractive. Donc, elle va s'exercer de Vénus vers le Soleil. Ok. Puisque c'est la force exercée par le Soleil sur Vénus. Donc, elle va attirer le Soleil, Vénus. Donc ça, c'est au niveau du sens. La direction, donc, c'est à droite. Donc, Vénus, Soleil, VS. Ok. C'est à droite qui relie les deux corps. Et au niveau de la norme, donc là, on l'a pas. Donc, justement, on va la calculer. Ok. Donc, du coup, ça nous fait la chose suivante. D'après, donc, maintenant, on va mettre ce qu'on cherche. Donc, on cherche tout simplement l'expression de A. Ok, on cherche A. Donc là, là, c'est que du calcul littéral pour le coup. Donc, or,
d'après deuxième loi de Newton, on a. Donc j'ai quoi? Et bah j'ai somme des forces extérieures égale masse fois accélération du centre de masse. Ok. Alors là ici ils ont juste dit A, donc on va simplifier. Masse fois A fois accélération. Or la somme des forces extérieures, bah c'est quoi? C'est égal juste à la force de gravitation. Et la force de gravitation, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est G fois la masse du Soleil fois la masse de Vénus divisé par la distance qui sépare le Soleil de Vénus au carré. Donc ça fait G fois masse du Soleil fois masse de Vénus divisé par la distance qui sépare donc le Soleil de Vénus au carré, qui est égal à une masse fois donc l'accélération. Alors ici, le système, on a dit c'est Vénus, donc ce sera la masse de Vénus, pour être précis, fois l'accélération. Alors pourquoi je précise ceci? Parce qu'on pourrait sur le point, on pourrait dire, ouais, mais dans ce cas, ça c'est une masse de quoi? Et ben, c'est très légitime de se poser la question, et oui, parce qu'en effet, bah, si ça n'aurait pas été la masse de Vénus, vous verrez que l'étape d'après ne va pas pouvoir se faire. Parce qu'en effet, là, le but, c'est d'avoir l'accélération. Donc, je vais faire A égale à gauche. Et pour cela, je vais diviser par la masse de Vénus. Or, comme je multiplie par la masse de Vénus et que je divise par la masse de Vénus, ça fait que du coup, l'accélération du centre de masse, c'est G fois la masse du Soleil, divisé par la distance qui sépare le Soleil de Vénus au carré. Ok? Et donc là, c'est pas moins G, c'est plus G. Donc ça fait A égale la chose. Donc là, du coup, j'ai l'expression de A. Ok? Bravo. Bon, du coup, on va calculer la valeur de cette accélération. Alors du coup, comme A et F sont collinières de même sens, alors j'en déduis la chose suivante. Directement, l'accélération, je peux l'écrire de la façon suivante. C'est G fois masse du Soleil divisé par les distances au carré séparant le Soleil de Vénus. Donc on a la chose suivante. G, donc elle nous est donnée, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11 unités du système international. On a la masse du Soleil, donc ici de mémoire, elle est donnée voilà, de la façon suivante, de 0, 10 puissance 30 kg. On a la distance qui sépare la Terre de le Soleil de Vénus. Donc D, Soleil Vénus, on a dit c'était 0,72 unités astronomiques, c'est-à-dire 0,72 10 puissance, donc on a dit, non, 0,72 multiplié par 1,5 10 puissance 11 mètres. Et donc si vous effectuez le calcul, normalement vous trouvez un truc comme 1,1, si je ne me trompe pas, 10 puissance 11 mètres. Ok, j'effectue le calcul en même temps que vous pour voir s'il n'y a pas de bêtises. Donc 1,5 10 puissance 11, et normalement on trouve un truc ouais, comme 1,1 10 puissance 11. Ok, parce que du coup on arrondit seulement à deux chiffres significatifs. Donc let's go, on termine le calcul. Donc ici, A, c'est G, 6,67, 10 puissance moins 11 fois, donc, donc ici la masse du Soleil. Donc on a dit 2,0, 10 puissance 30 kg, divisé par la valeur, divisé par la distance qui sépare la Terre de Vénus au carré. Donc on a dit 1,1, 10 puissance 11. Attention, la distance doit être exprimée en mètres. Donc là, bien évidemment, ici c'est le cas, elle exprime en mètres, puisque 1,5 10 puissance 11, c'était en mètres. Voilà. Il faut faire attention à bien vérifier cette cohérence dans les unités. Bon, on effectue le calcul et normalement on est censé obtenir un résultat proche de ceux qu'on avait précédemment. Donc là, bah du coup, si vous effectuez bien le calcul, donc on a rendu ça à... Donc là, je l'ai rendu comment tout à l'heure? Donc là, on a deux chiffres significatifs, donc le mieux c'est garder deux chiffres significatifs. On trouve 1,1, 10 puissance, on a dit moins 2 mètres par seconde au carré. Ok, donc là, bah, du coup, question C, justifie alors le caractère galiléen du référentiel. Donc là, bah, ça justifie par les deux valeurs d'accélération que l'on trouve, aussi bien par calcul, donc en utilisant la deuxième loi de Newton, comme on l'a fait ici, ou bien en utilisant tout simplement, en utilisant un vecteur comme on l'a fait précédemment. Donc là, quand on utilise les vecteurs, on voit que l'accélération c'est 1,2 10 moins 2, tandis que là, sans les vecteurs avec la deuxième loi de Newton, c'est 1,1 10 puissance moins 2. Donc on est sur des valeurs relativement proches, ok. Donc voilà. Alors on peut
peut-être calculer ce qu'on appelle l'écart relatif. Donc là, je vous montrerai ce que c'est pour vérifier que il y a une cohérence entre les deux valeurs. Donc, bon, c'est simple. Ce qu'on fait, on prend la valeur absolue de la valeur théorique. Donc la valeur théorique, techniquement, c'est celle qu'on doit trouver avec la deuxième Hamilton. Donc c'est A moins A3 qu'on a trouvé par les vecteurs, divisé par A multiplié par 100. C'est pareil, quand on fera des expériences en chimie ou en physique dans certains chapitres, si vous voulez vérifier que vos valeurs elles sont proches, relativement proches, et ben vous faites l'écart, enfin on calcule l'écart relatif suivant, c'est-à-dire on prend la valeur donc théorique moins la valeur absolue plutôt, la valeur théorique moins la valeur expérimentale trouvée divisé par la valeur théorique fois 100. Et donc si l'écart il est autour de 5%, il y a un très bon accord. Si on a 10%, autour de 10%, ça va encore. Et au-delà, par contre, là, il y a un mauvais accord entre les mesures. Donc, si vous effectuez ce calcul-là, vous faites donc valeur absolue de 1,2 moins 1,1 divisé par 1,2 fois 100. Bon, a priori, on trouve un nombre très proche de 0. Alors là, j'ai viré les puissances parce que dans tous les cas, sans amplifier, on peut le mettre. Donc, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2. Zerk. Donc, du coup, on trouve 0,1 10 puissance moins 2 divisé par 1,2 10 puissance moins 2 fois 100. Donc, il veut dire que R, c'est égal à 0,1 divisé par 1,2 fois 100. Donc là, on trouve moins d'1%, vous allez voir. Bon, j'ai eu moins de 10%, moins d'1%, bon, j'ai un peu abusé, c'est moins de 10%, pardon, je vais être précis. Donc, ça fait R égale, donc en pourcentage, 8,3%. Donc, il veut dire il y a un bon accord entre nos valeurs, mine de rien. Donc, c'est inférieur à 10%. Donc, il y a un bon accord entre nos valeurs et donc le référentiel est égal linéaire. Parce que les valeurs d'accélération trouvées par les vecteurs et celles trouvées par le calcul sont identiques. Ok, bravo. Voilà, donc une manière finalement de montrer qu'un référentiel est égal linéaire. Soit vous le faites par des calculs d'accélération de deux manières différentes, soit vous pouvez le faire aussi par des calculs de force de deux manières différentes, une utilisant un second de Newton et une autre parce que vous connaissez la formule, et vous voyez si les valeurs sont relativement proches. Et si c'est le cas, dans ce cas, le référentiel est égal à 1. Ok, bravo. À partir du moment où le principe d'inertie s'applique, et donc par conséquent, la deuxième loi de Newton. Ok, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne toi en mathématiques et en sciences.